Magnifique. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci encore pour l'invitation pour ce webinaire dans le cadre de vos réflexions sur le numérique responsable. Je m'appelle Joanne Rochelle et je viens vers vous avec plusieurs casquettes, on dira ça comme ça. Une casquette de chercheur à l'EPFL où je donne un cours d'éthique et de droit de l'intelligence artificielle à l'université de Fribourg où je fais de la philosophie du droit. Et puis une casquette de conseil aux entreprises, aux collectivités publiques avec ce laboratoire Ethics, laboratoire d'éthique de l'innovation. Vous verrez, les slides sont aux couleurs de ce projet Ethics. On a eu l'occasion de faire un projet que je mentionnerai avec les collègues de la HEG, de l'Université de Genève et la DGDRI du canton de Genève sur, je vous le donne en mille, la responsabilité numérique, le numérique responsable auprès des PME genevoises. Et j'y reviens courant de mon talk. On m'a donné comme mission de faire un tour sur les questions éthiques liées à la responsabilité numérique et d'aller un peu plus, je cite, en profondeur. Alors j'ai compris ce mandat de deux manières, qui va être de vous tenter de vous expliquer d'une part ce qu'est le principe de responsabilité du point de vue de l'éthique, et puis ensuite d'aller, une fois qu'on a défini la responsabilité, vers la responsabilité numérique. Le tout devrait nous prendre 25 à 30 minutes. Je précise tout ça pour les gens qui nous regarderont à un autre moment. Je suis parti d'un défi concret, un exemple. Vous pouvez imaginer une fable dans un autre pays avec un autre type d'institution, ou alors vous prenez l'exemple genevois que vous voyez ici sur la photo. Il s'agit au final d'intégrer un outil technologique, un système d'IA par exemple, dans une institution publique qui fait de la recherche, de la formation. Et les collaboratrices et collaborateurs se demandent si l'outil qu'on veut intégrer dans le fonctionnement, et on verra qu'on peut l'intégrer à plein d'endroits, entre guillemets, dans plein de fonctions différentes, et peut-être les questions sont un peu différentes, se pose la question de la responsabilité numérique. Et j'imagine que vous êtes, si vous nous écoutez, si vous nous regardez, vous êtes intéressé par cette question parce que peut-être vous avez déjà été confronté à ce concept de responsabilité numérique et que vous aimeriez peut-être l'utiliser dans le cadre d'une institution publique qui fait de la formation, qui fait de l'éducation au sens large. Et donc, j'espère que ce webinaire va vous permettre de mieux comprendre les enjeux, les tenants, les aboutissants de ce concept de responsabilité numérique. Je me suis permis de mettre deux GIFs. Alors, il y a plusieurs écoles sur est-ce que les GIFs, c'est complètement has-been et puis il faut complètement oublier. Moi, j'aime bien. Donc, vous verrez, vous allez en subir deux. Objectif du webinaire, on discute de manière, entre guillemets, approfondie le concept de responsabilité. Je dis entre guillemets parce qu'il faut avoir une certaine modestie quand on approche un concept comme la responsabilité, qui est vraiment un de ces concepts d'éthique, de philosophie morale, de philosophie politique, de droit, de philo du droit, qui est un concept quasi millénaire. Enfin, ça fait vraiment très, très longtemps qu'on réfléchit à ce concept de responsabilité. Et donc voilà. On a 25 minutes pour essayer de cartographier certaines des questions, mais il faut vraiment avoir une certaine modestie. Et puis finalement, tenter de vous proposer une structure pour mapper, cartographier le contenu du concept de responsabilité numérique. On commence donc avec la responsabilité. La responsabilité, c'est un concept éthique. À nouveau, on peut en parler si on était dans un cours de droit, la responsabilité. On pourrait en parler d'un point de vue juridique. Moi, je mets de côté ici un peu les questions juridiques. Vous verrez bien sûr qu'il y a des liens qu'on peut faire assez facilement, mais je me focalise vraiment sur la dimension strictement éthique. La structure générale de ce concept, elle peut se décliner comme si c'est qui, donc on cherche des personnes, qui est responsable de quoi, pourquoi dans l'autre sens, le sens de l'explication, devant qui, est-ce qu'il y a une audience de la responsabilité et à quel moment. Et le jeu, quand on définit ce concept de responsabilité, c'est d'essayer de spécifier ces différents éléments. Je commence avec deux conditions très générales de la responsabilité pour démarrer gentiment la discussion. Pour dire d'une personne qu'elle est responsable, on fera après l'analogie ou l'extension vers des organisations qui sont responsables. Je commence avec des individus, c'est plus simple. Donc, on dira qu'il faut que deux conditions soient remplies pour qu'on dise d'une personne qu'elle est responsable dans un cas spécifique. Il y a une dimension de savoir, qui est un élément de connaissance. On peut donc poser la question, si on regarde dans le passé, qui savait quoi à quel moment? Qui aurait dû savoir? On va revenir à la distinction entre ces deux questions qui est quand même assez importante. Une dimension de savoir, de connaissance. Et deuxièmement, une dimension de pouvoir, d'action, de contrôle. Il y a différentes manières de dire cette idée. À nouveau sous forme de questions, qui pouvait agir, qui pouvait exercer une forme de contrôle,
à quel prix? On va devoir se poser la question des conditions concrètes de ce contrôle. Pour vous mettre sur la piste, l'exemple concret, c'est quelqu'un vous menace avec un pistolet sur la tempe. Et la question, c'est, bon, vous avez toujours la possibilité d'agir. Même sous la menace, vous pouvez vous lever puis partir. Mais la question, ça va être à quel prix, quels enjeux pour vous à titre personnel ou pour des proches. Vous voyez, la réflexion, il y a une question de pouvoir strictement physique. Tant que je ne suis pas vraiment empêché parce qu'on m'a attaché et puis que physiquement, je ne peux rien faire. Dès qu'on est dans une situation où oui, je peux au fond faire quelque chose, la question va tout de suite se porter sur le prix que je vais devoir payer si j'agis dans une certaine condition. Mais de manière générale, on dira d'une personne que si elle savait et si elle pouvait, si elle avait cette dimension de contrôle, alors oui, on peut considérer qu'elle était responsable dans un cas spécifique. L'exemple qu'on discute très souvent, et là je vous ai mis une illustration de l'accident chimique de Schweitzer Allee à Bâle à l'époque, c'est dans le cadre justement d'une pollution par une industrie, par une personne. À nouveau, commençons peut-être par une personne, puis après allons vers une organisation. Et donc, voilà, rétrospectivement, la question qu'on se pose, on regarde dans le passé et on dit « Ah, il y a quelque chose qui a visiblement mal tourné, donc on a un problème ». Donc la responsabilité, c'est souvent une discussion qui porte sur les éléments négatifs. Elle pourrait a priori se porter sur des éléments positifs, donc quelque chose de positif s'est passé, et on cherche à tirer les mêmes réflexions autour de la responsabilité. On parle plus souvent de questions négatives. Donc quelque chose de négatif s'est passé, par exemple une pollution, et on se demande, voilà, qui savait? Alors qui savait que le produit était dangereux? Et là souvent, la ligne de défense des personnes concernées, c'est de dire, moi je suis désolé, je ne savais pas du tout que le produit était dangereux. C'est pour ça qu'on arrive à la deuxième question, mais qui aurait dû savoir? Et donc qui aurait dû se poser des questions? Et vous sentez qu'on bascule dans une autre logique, c'est plus simplement on cherche des faits, puis on cherche à établir qui savait quoi à quel moment, mais on cherche à établir beaucoup plus moral, éthique, normatif, qui aurait dû savoir. Et donc il nous faut un espèce de standard pour juger, dans une situation spécifique, ce qu'on était en droit d'attendre de cette personne. Et c'est là qu'il y a une discussion qui se complexifie. On peut par exemple parler de la compétence de la personne. D'un expert ou d'une experte, on attend plus que de quelqu'un qui n'a aucune connaissance spécifique. Puis dans ce cas-là, de lui dire tu aurais dû savoir que c'était dangereux, voilà, un ou une chimiste, on va monter le niveau d'exigence. Une personne en situation de responsabilité, quelqu'un qui est dans le management de l'entreprise, le leadership, donc la direction de l'entreprise, là aussi, pas sur la base de critères de compétences scientifiques, mais sur la base organisationnelle, de responsabilité. On pense qu'elle aurait dû savoir, pas simplement voilà, dans l'organigramme de la société, c'est cette personne vraiment qui devait savoir qu'il était en train de se passer quelque chose. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose qui a mal fonctionné, qui a dysfonctionné dans le mécanisme interne au sein de l'organisation. Ça, c'est la dimension de savoir. Mon but, c'est de vous montrer que si ça paraît assez intuitif au premier slide, ça se complexifie très vite au moment où on doit, dans une situation particulière, et j'insiste, ça devient très vite très contextuel, quand on doit définir à quel moment une personne aurait dû savoir. On se trouve pris dans une question morale, éthique, où on va devoir attribuer ou non, sur la base d'un standard, cette responsabilité. L'autre dimension, c'est celle qui concerne le pouvoir, donc cette situation de contrôle. Et là, porte vraiment sur la question, est-ce que l'entreprise, est-ce que l'individu avait les moyens d'éviter cette pollution? Est-ce qu'il aurait dû prendre des mesures d'ordre technique, organisationnel, des mesures de sécurité pour garantir, par exemple, le transport de produits chimiques dangereux se fasse dans les meilleures conditions? Et là, on va de nouveau tomber dans une question très contextuelle pour juger, pour évaluer la qualité des mesures qui ont été mises en place pour prévenir certains problèmes. Et vous voyez la même logique à l'œuvre. On part d'un fait, est-ce que des mesures ont été prises? On a l'impression qu'on peut vite répondre en disant un oui-non. Il faut évaluer, est-ce que les mesures attendues, et ce attendu, bien sûr, il repose sur un standard. Est-ce que ces mesures attendues, dont on pouvait espérer qu'elles seraient prises par cette personne, par cette institution, ont été prises? Avec cet exemple, j'aimerais vous faire sentir qu'il y a deux conditions à remplir, mais que l'application de ces conditions dans un cas concret va être assez compliquée et va soulever elle-même d'autres questions éthiques. Quand vous prenez des cas juridiques devant des tribunaux, c'est exactement ce genre de point qui va faire le cœur des affaires. Qui aurait dû savoir, qui aurait pu savoir, qui aurait dû agir, qui aurait pu agir. Et vous avez une réflexion sur le standard à appliquer dans ces différents éléments.
Je vais distinguer deux types de responsabilités qui vont nous être utiles dans notre discussion sur la responsabilité numérique. C'est une responsabilité rétrospective, c'est celle que je viens d'utiliser avec l'exemple de l'accident. Donc, on parle de responsabilité vis-à-vis d'un résultat, d'un événement qui a eu lieu dans le passé, et on demande qui est responsable d'un certain dommage au sens d'une culpabilité. Qui peut être tenu pour responsable? Et on sent bien qu'avec cette idée de responsabilité va venir une demande, alors soit de réparation, de compensation, mais peut-être aussi une demande de jugement et de punition, d'où cette logique de culpabilité. Souvent, on justifie la responsabilité rétrospective justement par un comportement fautif, une action ou une omission. Et on cherche justement à dire, voilà, cette personne, elle savait, elle aurait dû savoir, elle ne savait pas, et donc, elle est coupable. Je dirais que c'est l'usage le plus intuitif qu'on fait de la responsabilité pour demander des comptes à quelqu'un pour un événement passé. On peut maintenant avoir une autre type de responsabilité qui est une responsabilité qui est prospective, qui est tournée vers le futur. Et dans ce cas-là, la question posée est un peu différente. On dit qui devrait veiller, à nouveau à quelles conditions, dans quelle situation spécifique, à ce que certains événements négatifs, des dommages, ne se produisent pas. Ils ne se sont pas encore produits. Mais que faire maintenant afin d'éviter qu'ils se produisent dans le futur? Et là, on va chercher à justifier cette responsabilité prospective en mobilisant différents concepts moraux. On va peut-être les mettre dans le devoir de diligence, donc le devoir de précaution, le rôle social d'une institution ou d'une personne, l'exemplarité. L'exemplarité, j'imagine, c'est quelque chose dont on va pouvoir reparler dans le cadre qui est le nôtre, de cette institution publique qui fait de la formation et qui a des responsabilités en matière de numérique. Mais on peut aussi aller sur d'autres types de dimensions comme le bon sens. Voilà. Qu'aurait fait une personne de bonne composition dans cette situation? En essayant de travailler avec un espèce de standard de normalité de la personne pour juger, voilà, est-ce qu'une personne normale, avec un certain bon sens, qu'est-ce qu'elle aurait fait dans cette situation? Est-ce qu'elle aurait vu? Est-ce qu'elle aurait agi? Vous voyez le type de réflexion. Comme on a mentionné, la capacité est bien sûr un point important, la capacité de comprendre, l'expertise technique, l'expertise scientifique, vont être un point important pour juger de la responsabilité. Plus vous êtes bon dans un domaine, au sens de vous êtes connaisseur, plus on va attendre de vous une forme de responsabilité. Donc voilà, prenons ces deux éléments, rétrospectif, on regarde le passé, prospectif, on regarde le futur. Ça va être deux lunettes d'analyse qui vont être extrêmement intéressantes quand on va parler de responsabilité numérique. Comme exemple de responsabilité prospective, je vous mets sur la piste de cette expérience de pensée très connue de la philosophie morale, de l'enfant qui se noie. Je vous ai mis le lien vers la série Philosophix, qui sont des petits dessins animés, mais pas pour les enfants. Enfin, à la limite, vous pouvez regarder ça avec un enfant, je dirais, dès l'âge de 8-9 ans. Et puis sinon, tout à fait pour vous, pour se mettre dans cette expérience de pensée. Donc, qui est une petite histoire, qui n'a aucune prétention à refléter la réalité, mais qui vous met dans une situation de choix moral. Et celle-ci est très connue. Le pitch, vous vous baladez un dimanche matin en forêt, vous passez à côté d'un étang et un enfant est en train de se noyer. La question, c'est qu'est-ce que vous faites? Et voilà, on voit cette responsabilité prospective. Donc, un événement négatif menace de se dérouler et la question qui est posée, c'est quelle est votre responsabilité de prévenir ce dommage? Et puis ensuite, bien sûr, vous pouvez complexifier l'histoire. Je pars de l'idée que la plupart des gens disent « oui, je vais sauver l'enfant ». Après, on ajoute, alors imaginez qu'il y a différentes personnes autour de l'étang pour montrer la difficulté de répartir cette responsabilité quand plusieurs acteurs pourraient potentiellement avoir la responsabilité d'agir. Maintenant, vous pouvez aussi complexifier en disant ce n'est pas un étang qui est tranquille, au fond, c'est une rivière avec beaucoup de courants et c'est très dangereux pour vous. Et là, on cherche à tester quelles sont les limites. On retombe sur cette idée de standard. Les limites dans le cadre desquelles on va dire là, on attend de vous que vous preniez ce risque pour sauver l'enfant. Par contre, là, on voit, c'est trop dangereux. On ne peut pas demander à quelqu'un de jouer le héros ou l'héroïne pour sauver cet enfant. Ce type de réflexion, vous pourrez découvrir ça en allant regarder cette expérience de pensée. Dans un monde idéal maintenant, pour faire le lien entre ces deux types de responsabilités, on peut attribuer cette responsabilité, sur le plan moral à nouveau, en identifiant des coupables de manière rétrospective. Donc là, vraiment, je parle du monde idéal, le scénario parfait. On connaît les facteurs d'attribution de la responsabilité, donc on peut définir très clairement dans cette situation les deux conditions générales, elles s'appliquent de telle ou telle manière. La coordination entre les différents acteurs qui pourraient être responsables est elle aussi assurée. Ça, c'est vraiment une difficulté majeure. J'y viens dans le monde non idéal, donc dans le vrai monde. Il y a souvent, c'est très rare dans une situation où il y a un problème, il y a moi, et c'est très clair que c'est à moi d'agir pour
prévenir ce problème ou le résoudre. La plupart des cas qui sont des cas complexes, il y a beaucoup de personnes potentiellement responsables. Prenez l'exemple du réchauffement climatique. Il y a beaucoup de personnes rétrospectivement, on peut faire le débat sur la responsabilité des pays industrialisés rétrospectivement pour ce qu'ils ont fait dans le passé, et puis prospectivement, on sent bien que, à la limite, tout un chacun, chaque individu, chaque collectivité, chaque PME, chaque institution porte une part de responsabilité prospective dans le fait de prévenir une crise majeure. Et on sent bien là la difficulté d'allouer cette responsabilité, de dire voilà, qui est responsable, combien et pourquoi. Cette nécessité d'aller sur la discussion des critères. Dans un monde idéal, à nouveau, la responsabilité prospective, elle repose sur la rétrospective. Pardon, le contraire, la rétrospective, donc dans le passé, repose sur la prospective. Donc si à l'époque des faits de l'accident chimique à Bâle, quelqu'un avait posé la responsabilité prospective, soit on aurait pu éviter la catastrophe, soit on aurait su très exactement qui serait responsable. Donc dans le monde idéal, ces deux se répondent en effet miroir. Bon. C'est le monde idéal. Dans le monde non idéal, vous me voyez venir, c'est malheureusement pas le cas. On ne sait pas exactement qui doit empêcher quoi de manière prospective, c'est l'exemple du changement climatique. Il n'est pas clair, rétrospectivement, qui est coupable lorsqu'une injustice, un problème, une situation négative s'est produite. C'est tous les cas devant les tribunaux. Et il n'est pas clair, quand il y a plusieurs personnes potentiellement porteurs de responsabilité, qui doit intervenir. Notamment, et ça c'est la cerise sur le gâteau, lorsque les gens qui étaient, disons, en première ligne de cette responsabilité, quand eux se dérobent, donc eux décident pour finir de ne rien faire, quelle est la responsabilité des autres? Prenez à nouveau l'exemple climatique. Imaginez les grands pays pollueurs de la planète, la Chine et les États-Unis, pour aller vite, décident de ne rien faire à la hauteur de la responsabilité. Donc ils se dérobent. Donc viennent ensuite la deuxième ligne, en faisant l'hypothèse qu'on a un critère de si je pollue beaucoup, j'ai beaucoup de responsabilités. Et donc, quelle est la responsabilité des autres? Est-ce qu'ils doivent surcompenser pour prendre la part de responsabilité que les premiers n'ont pas voulu prendre? Ou au contraire, ils se défaussent encore plus en disant « Ah bah attendez, si les gens les plus responsables ne prennent pas leurs responsabilités, alors moi non plus ». Donc on a une espèce de chute, de cycle très néfaste où les gens se défaussent de plus en plus de leurs responsabilités. Donc il y a des dynamiques de groupe, quand on doit allouer cette responsabilité, qui sont absolument clés dans les situations du monde réel. Le mot-clé ici, diffusion de responsabilité. Et puis à nouveau, je le rappelle, j'aimerais que vous preniez de cette première partie sur la responsabilité, que établir des responsabilités, alors c'est discuter ces deux grandes conditions, mais c'est tout de suite une question profondément morale qui suppose beaucoup d'évaluation, d'interprétation des faits, donc de la situation concrète où se déroule l'action, mais aussi des standards, des choix normatifs sur lesquels va reposer. Et pour prendre très concrètement l'exemple des gens qui nous écoutent peut-être, la question qui va peser sur nous, c'est voilà, une institution publique de formation versus une PME. Voilà, là on a peut-être deux acteurs qui sont potentiellement responsables de beaucoup de choses. Quel type de critères on leur applique pour juger cette responsabilité? Voilà le deuxième GIF que vous subirez. Vous voyez, il est sympa. Et il passe vite. Très bien. J'ai juste noté pour vous quelques implications liées aux outils numériques. C'est plus un pas de côté, mais peut-être que ça intéresse certaines personnes dans l'audience. Donc les entreprises, les organisations, les collectifs de personnes, elles peuvent aussi être responsables, on est bien d'accord. Je dirais à une condition principale, c'est qu'elles aient des mécanismes de prise de décision interne qui leur permettent justement d'agir en tant qu'organisation, en tant que collectif de personnes. Alors là, j'imagine que la plupart des gens qui nous écoutent sont dans un type d'institution de ce fait où on peut dire, voilà, l'Université de Genève, la HES, la HEG décident d'agir et quand ils prennent des décisions de cette manière, c'est vraiment l'entité qui agit. Ce n'est pas seulement la somme des individus, ce n'est pas seulement le recteur, la rectrice, c'est vraiment l'institution qui agit. Comparez ça à simplement la responsabilité de gens qui sont, par exemple, en même temps sur le quai de la gare. Là, on a un groupe de personnes, c'est une forme de collectif, mais ils n'ont aucune capacité de prendre des décisions collectivement. Et donc, en tant qu'entité, il n'existe pas, on ne peut pas dire les gens sur le quai de la gare étaient collectivement responsables. Il faudrait vraiment aller personne par personne. La responsabilité, spécialement numérique, mais en général, vous l'avez compris, elle présuppose une forme d'autonomie et de liberté pour la personne. Entre guillemets, si je suis complètement obligé de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, on va avoir de la peine à me donner la responsabilité sur un plan moral, éthique.
Et donc, je pense, une des conséquences majeures pour la responsabilité des machines intelligentes, des systèmes d'IA, de ChatGPT ou de tout ce que vous voulez, c'est que ces machines-là, elles ne sont jamais responsables au sens moral. Elles ne peuvent pas parce qu'elles n'ont simplement pas cette autonomie, cette liberté nécessaire à la responsabilité. Elles peuvent être responsables, qu'on se mette bien d'accord là-dessus, au sens vraiment causal, au sens que c'est la cause du dos. Donc l'exemple typique que j'aime bien prendre, c'est vous avez votre Roomba, votre aspirateur autonome, voilà, il détruit quelque chose de précieux qui était sur votre tapis. Bon, c'est lui qui est responsable de la destruction, au sens de c'est lui la cause de la destruction. Par contre, moralement, on ne pourra pas dire Roomba est coupable, moralement parlant, d'avoir détruit cet objet précieux. Il faut chercher l'humain derrière la programmation, l'utilisation, la vente, la mise sur le marché de cet outil pour parler de responsabilité. Et pour les outils numériques apprenants, donc qui enregistrent un certain feedback, qui apprennent de leur comportement, qui apprennent du feedback des utilisateurs et qui donc s'améliorent de manière constante, on reste dans le même paradigme. Les machines ne sont jamais responsables. Par contre, il est vrai que l'établissement des responsabilités, toutes ces questions normatives dont on a parlé dans cette partie, se complexifient. Donc, d'allouer la responsabilité entre le designer, le créateur, le producteur, celui qui manufacture l'objet, celui qui l'achète, celui qui le vend, celui qui l'utilise, ça devient plus compliqué de répartir la responsabilité. Mais je pense qu'on doit s'accrocher à ce paradigme que les machines ne sont jamais responsables. Très bien. Je termine là ce premier chapitre sur l'idée, le concept de responsabilité. À nouveau, c'est vraiment un passage éclair pour aller vers la responsabilité numérique, qui est une sorte de sous-partie de cette responsabilité. Je dirais l'idée fondamentale pour moi de cette responsabilité numérique dans le cadre qui est le nôtre, donc celle d'institutions, d'entreprises, on a vraiment deux dimensions. Vous avez une double responsabilité. À gauche, avec l'image du coiffeur, je veux symboliser, même si vous n'êtes pas un producteur, une entreprise, une organisation qui produit des outils numériques, vous avez déjà une responsabilité numérique. Parce que vous utilisez les outils, prenons l'exemple de ce coiffeur qui est sur la photo, vous avez peut-être une base de données de vos clients, vous avez un site internet, même à un niveau très low-tech, vous avez certains outils numériques. Et donc, vous avez une question que j'appelle ici de gouvernance interne de ces outils numériques qui se posent. Vous avez une responsabilité supplémentaire, j'ai pris l'exemple de Twitter, maintenant X, vu que c'est l'un des outils numériques qui fait souvent l'actualité en termes de responsabilité, avec les frasques de son propriétaire. Bien sûr, si vous-même vous produisez, vous designez des outils numériques, alors vous avez une responsabilité additionnelle qui n'est pas seulement celle de l'utilisateur, mais qui est celle du concepteur de l'outil numérique. Et donc, c'est ça dont on va devoir discuter. Vous pouvez avoir une double couche de responsabilité. La première des couches, je l'ai mentionné, c'est la gouvernance interne si vous utilisez des outils numériques. Et je fais l'hypothèse que tout le monde utilise des outils numériques d'une manière ou d'une autre. Ça devient très compliqué de trouver des exemples d'organisations qui n'utilisent aucun outil numérique, mais peut-être quelqu'un en a-t-il sous la main. Et puis, deuxième couche de responsabilité, si vous êtes concepteur, développeur d'outils numériques, alors vous avez des questions de responsabilité numérique qui s'additionnent. Je vous propose de travailler avec ce modèle conceptuel. Vous trouverez les références de littérature sur la dernière slide, qui est issu justement d'un handbook sur la responsabilité numérique, donc CDR, donc Corporate Digital Responsibility. Donc on est dans le corporate, donc plutôt dans l'entreprise, mais je pense que ça s'applique très très bien à une organisation. Prenez surtout la colonne centrale, c'est celle-ci qui est intéressante. Donc c'est intéressant de remarquer que tout en haut de cette colonne centrale, on nous parle de culture. Donc c'est déjà posé, la question de la responsabilité numérique pour une organisation, c'est une question de culture. Vous descendez ensuite au numéro 1, on nous parle de valeurs partagées au sein de l'organisation. Si on parle de culture, on parle de valeurs. Donc valeurs, comprenez ça de manière très large, donc c'est tous les principes, c'est les valeurs que l'organisation a définies comme étant les boussoles d'action, ce qui va lui permettre de dire je préfère choisir comme ça, je souhaite aller dans cette direction. Si vous voulez, c'est ce qui la motive dans son travail en lui donnant à la fois une direction, c'est l'idée de la boussole, et des principes de travail. Par exemple, la transparence. La transparence, a priori, ce n'est pas un endroit où on veut aller, par contre, c'est une manière d'y aller. On veut s'organiser de manière transparente. D'accord ? Donc ça, c'est les valeurs générales de l'organisation. On peut ensuite, c'est le passage vers le numéro 2 sur le schéma, on peut ensuite les spécifier pour les questions de numérique responsable dans l'entreprise ou dans l'organisation.
Donc on a des normes générales qui s'appliquent à toute la vie de l'organisation, et puis ensuite on les spécifie pour aller sur les questions strictement numériques, d'utilisation numérique. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de réinventer la roue entre 1 et 2, hein. Ça peut vraiment être une spécification. Et ensuite, vous voyez sur 3, il y a une double axe qui s'ouvre. Alors je commence à ma gauche, sur les questions des artefacts qui sont créés. Donc ça, c'est vraiment ma deuxième idée. Si vous êtes concepteur d'outils numériques, vous avez un certain type de responsabilité dans la création de ces artefacts numériques. À droite, c'est mon autre axe, donc c'est le premier axe de gouvernance interne, comme je l'ai appelé, c'est qu'au sein de l'entreprise, vous avez des comportements qui sont créés par des outils numériques. Donc là, c'est une première extension extrêmement importante. On parle d'outils numériques, mais ces outils numériques, elles viennent s'insérer dans un ensemble de pratiques. Voilà, on a fêté il y a quelques jours 1 année de ChatGPT. Je pense maintenant on a senti l'arrivée d'un outil comme ça, le type d'impact que ça pouvait avoir, et on doit vite devenir très contextuel parce que l'outil, il est générique, mais il est utilisé par différentes personnes dans différentes fonctions. Il change la manière dont les gens travaillent, et ça va au-delà de simplement un outil, ça change les pratiques, ça change peut-être même les valeurs. C'est pour ça que d'ailleurs, vous avez vu, la flèche remonte ensuite vers le numéro 2. Ça change en tout cas une manière de travailler ensemble. Et c'est ça que cette culture de la responsabilité numérique, elle veut aussi essayer de capter. Donc voilà, je pense qu'on se déplace sur cette colonne centrale. 1 et 2, si vous êtes dans des institutions publiques d'importance, soit vous les avez au niveau de l'organisation générale, donc cette définition des valeurs, soit elles vous sont données par un cadre juridique. Donc, entre guillemets, on vous dit voilà ce qu'on attend de vous et comment on l'attend. Ça peut bien sûr être dans des sous-organisations de l'organisation. Donc, vous pouvez aller jusqu'au niveau de l'équipe, je pense. Donc, ça peut être un département, ça peut être une équipe. Et vous pouvez définir des valeurs pour cette équipe et ensuite faire cette même réflexion. Ça, c'est le modèle conceptuel général, je pense, dans lequel on se trouve. J'ai décidé de partir ensuite sur un outil pratique. C'est l'outil que j'ai mentionné tout au début de mon talk. Donc, on a développé avec les collègues de la HEG, de l'université et de la DGDRI au sein du canton. C'est un outil d'auto-évaluation de maturité numérique pour les entreprises. Maintenant, je pense que beaucoup des questions qu'on a identifiées, donc c'est vraiment un outil auquel vous pouvez avoir accès, je vous mets l'adresse ici, je vous encourage vraiment à y aller. Ça va vous poser quelques questions, vous devrez juger où vous êtes avec votre organisation ou votre équipe, et puis ensuite ça va vous redonner des recommandations personnalisées par rapport aux questions. Et afin de développer cet outil, nous on a fait un gros travail de cartographie de qu'est-ce qu'on met exactement dans ces deux dimensions de gouvernance interne et de conception des outils en matière de responsabilité numérique. Et donc j'aimerais commencer et ensuite comparer ça avec une ou deux autres propositions. Dans la dimension de gouvernance interne de ce numérique responsable, nous, on a choisi de mettre les éléments suivants. Donc il y a la question de la gouvernance des outils numériques au sens de avons-nous une stratégie ? Quel type de bonnes pratiques avons-nous mis en place pour consulter nos employés, monitorer l'impact des outils sur justement les pratiques, les valeurs, la manière dont les employés travaillent dans l'institution? Comment avons-nous traité les risques de dépendance stratégique? Alors là, c'est principalement les risques de dépendance stratégique envers des entreprises du secteur privé. Vous connaissez les classiques, c'est Microsoft 365, c'est les outils de cloud, c'est maintenant l'IA générative. C'était durant la pandémie Zoom versus Teams versus d'autres outils de téléconférence. Et cette dépendance stratégique, voilà, quand on choisit un partenaire pour un service d'importance, on se met en quelque sorte dans une situation de dépendance. Elle peut être des fois problématique, elle peut être des fois acceptable. On est souvent dans un arbitrage de valeurs. Ça, c'est des questions qu'il faut absolument traiter sous l'angle, bien sûr, de la responsabilité numérique, quel que soit le type d'utilisateur qu'on est. Il y a une question de gouvernance des données, j'y passe rapidement, c'est celle certainement que vous connaissez le mieux. C'est celle aussi qui est le plus proche du droit de la protection des données, où justement le cadre juridique définit déjà assez clairement ce qui est souhaité, ce qui est obligatoire. On parle aussi bien sûr de sécurité des données, on parle de politique d'archivage, on parle de planification, de la communication, des actions à entreprendre en cas de problème, notamment en cas de fuite. Et ça, bien sûr, fait partie du numérique responsable. Vous voyez le lien. On attend de vous, dans une approche de due diligence, dans une approche de précaution, on va vous demander des comptes sur à quel point étiez-vous prêt en cas de problème. On ne vous demande pas, soyons réalistes, une sécurité infaillible. Tout le monde sait que ça peut arriver. Par contre, on va pouvoir vous reprocher de ne pas être prêt au cas où ça arrive. Et ça, c'est vraiment une question centrale de la responsabilité numérique.
On a des questions de transition numérique, je vais y revenir en fin de talk, parce que ça me paraît vraiment une dimension extrêmement importante. Alors c'est l'accompagnement des employés, hein, c'est l'adaptation des profils recherchés, des cahiers des charges, c'est donc l'implication pour la politique de recrutement, l'analyse de l'évolution des spécialités métiers qu'on retrouve dans votre organisation. Et là, pensez large, c'est les tâches de secrétariat qui sont très transversales, c'est les tâches de comptabilité, c'est les tâches de surveillance, de compliance, et c'est ensuite toutes vos spécialités métiers dans vos domaines d'activité. Et finalement, c'est peut-être une contribution générale à la transition numérique et à la transition de durabilité. On verra que les deux, bien sûr, peuvent être complètement liées. Elles sont complètement liées sur ce quatrième point à la responsabilité numérique et donc la culture du numérique. C'est aussi un lien, et là, je ne sais pas comment visuellement voulez-vous représenter ça. Imaginez deux ensembles et il y a une zone où ces deux ensembles se combinent, se rejoignent, et c'est la zone où la responsabilité numérique et la responsabilité de durabilité se rejoignent, où la transition numérique et la transition de durabilité se rejoignent. Donc c'est bien sûr tout ce qui est l'analyse de cycle de vie, de produits, hardware, donc c'est tout le matériel que vous achetez pour vos institutions, qui sont vraiment des questions extrêmement importantes quand on parle à l'échelle d'une institution publique. C'est aussi bien sûr tous les choix de software, de logiciels que vous faites. C'est une politique de capacité de mesurer l'impact actuel en termes d'utilisation de data center, en termes d'utilisation énergétique, en termes, vous pouvez définir tous les termes. Là, ce n'est pas moi le spécialiste de la mesure de cette transition, mais d'autres le sont. Vous établissez une baseline, donc un standard, et ensuite on juge comment, au fur et à mesure des années, on a pu réduire cet impact. Et ça paraît un élément absolument central de cette responsabilité numérique. À nouveau, si vous êtes une petite PME avec 2 personnes, ça se fera à votre échelle, hein. Par contre, si vous êtes une organisation publique de type une université, de l'importance de celle de l'Université de Genève, alors là, vous êtes dans une toute autre logique. Ça, c'est les dimensions de gouvernance interne. Je pense que là, on a les grands dossiers de la responsabilité numérique quand on utilise les outils numériques. Je vous ai mis cet exemple, je ne sais pas si vous connaissez ce genre d'agence de notation. Donc ça, on avait accompagné un client privé. C'est pour vous montrer comment ça marche dans les coulisses. Donc, l'intérêt de certaines entreprises, c'est d'avoir accès à des investisseurs qui sont des investisseurs durables. Donc, on retrouve ce lien avec la durabilité. Et EcoVadis, c'est une agence de notation qui juge l'impact, les efforts fournis par une entreprise en termes généraux. Et puis ensuite, donne une espèce de note à l'entreprise. Et cette note, si elle est positive, permet à l'entreprise d'accéder à certains types d'investisseurs qui, eux, ont décidé de maintenir leur portefeuille d'investissement seulement aux entreprises qui sont les mieux notées. Et donc, voyez le type de catégorie utilisée. Vous avez le score général, vous avez l'environnement, vous avez le travail et les droits humains, vous avez l'éthique et vous avez les achats durables. L'éthique, c'est intéressant de voir qu'on est dans des questions que nous, les spécialistes, on appelle les questions d'éthique du business ethics. On parle de corruption, on parle de bonnes pratiques envers ses concurrents, de pratiques anticompétitives. On parle de gestion de l'information responsable, on parle de management, de conflit d'intérêts. On ne parle pas encore, ou très peu, d'éthique du digital, du numérique. La conviction, c'est bien sûr que ces questions que j'ai mentionnées pour vous dans le slide précédent, elles vont gagner en importance quand on va juger de la qualité des entreprises et des organisations sous l'angle de ce qu'elles nous offrent en termes de contribution, en termes de précautions prises, en termes d'innovation, sous l'angle du numérique responsable. J'y viens après en mentionnant la Fondation Ethos. Deuxième axe, donc on a parlé de l'axe de gouvernance interne, maintenant on parle de l'axe du développement des outils numériques. Donc rappelez-vous, c'est cette responsabilité additionnelle, parce que vous êtes aussi concepteur, conceptrice d'outils numériques. Alors ici, on parle de toutes les grandes questions d'éthique dans la technologie. Donc là, je pense qu'il y a un lien très fort avec, notamment si vous êtes sur des systèmes d'IA, tout ce qu'on appelle l'éthique de l'IA. Alors de nouveau, on retombe sur des thèmes qui sont similaires, mais on les adresse d'une manière très différente. On parlera de données, mais plus dans le sens de données de vos utilisateurs. Ça va, on va parler données d'entraînement, on va parler qualité de la représentation, du reflet de la société que vous avez dans vos données. On va vraiment aller sur l'utilisation des données dans la conception et l'entraînement d'outils d'IA. Même réflexion sur l'éthique algorithmique, l'éthique de l'explicabilité, de la boîte noire, l'éthique du design, de l'interface utilisateur que vous créez, et finalement des questions de contrôle. Quand vous designez un outil numérique, notamment un système d'IA,
les gens qui le design devraient se comprendre, et c'est l'expression de la CNIL, comme des architectes du choix. C'est eux qui posent les principes qui vont permettre à l'utilisateur final de faire ou ne pas faire certaines choses. Donc c'est un architecte de choix pour l'utilisateur. Et bien sûr, quels choix ont été réalisés, il faut pouvoir le documenter, il faut pouvoir le justifier, il faut expliquer ça en termes de valeur. Vous avez bien sûr une logique d'analyse de risque, l'exemple du double usage, voilà, comment votre innovation, votre outil numérique pourrait être détourné, mal utilisé par des gens de bonne intention, donc mal utilisé par erreur, mais aussi par des gens avec des mauvaises intentions, donc vraiment détourné de manière souhaitée et consciente. Est-ce qu'il y a des implications non souhaitées sur certains publics cibles? Non souhaitées, à nouveau, il y en a une discussion de responsabilité. Prenez l'exemple de TikTok et de l'impact sur les adolescentes, disons les jeunes filles entre 12 et 16 ans. Voilà. Est-ce que c'est non souhaité? Alors, on ne part pas de l'idée que c'est, enfin, soyons généreux dans l'interprétation, on ne part pas de l'idée que TikTok veut à tout prix faire du mal à ce public cible, mais par contre, c'est identifié, et les Allemands diraient c'est in Kauf genommen. Donc, ils ont tenu compte de la possibilité que ce dommage collatéral arrive, et ils ont décidé d'y aller quand même. Donc, vous voyez, là, à nouveau, on retombe sur ce standard. À quel moment on veut dire que c'est souhaité ou pas? Et donc, on est vraiment là dans une logique d'analyse de risque, de la conception de l'outil. Bien sûr, les questions de durabilité réapparaissent ici. L'éco-design, l'analyse d'impact, de la conception de mon outil. Donc, comment minimiser l'impact de mon outil sur l'énergie, l'environnement, la durabilité au sens strict. La question de l'accessibilité des outils est a priori très importante dans ce chapitre-là. C'est permettre à tout type de personnes, notamment des gens en situation de handicap, d'avoir accès à mes outils, mais aussi, notamment pour les institutions publiques. Moi, je vous parle depuis le canton de Zurich ce matin. Le site de la ville de Zurich, vous avez deux versions du site, un site standard et un site en langage simplifié. Donc, vous pouvez simplement cliquer et vous avez le même contenu des pages expliqué de manière plus simple pour les gens qui sont allophones, pour les gens qui ont des soucis, et ils sont nombreux et on les comprend, à des fois comprendre la langue de l'administration, qui peut être une langue assez complexe, marquée par des concepts juridiques. Et là, on est dans une vraie logique d'accessibilité des outils. Ce n'est pas pour des gens qui sont malvoyants. C'est vraiment comment être sûr que le message que je veux transmettre en tant qu'institution publique arrive à son public cible de manière compréhensible. Et puis finalement, on pourrait mettre un standard plus exigeant de responsabilité. Je vous le glisse comme ça, comme idée. On pourrait dire, nous, on veut développer des outils qui, non seulement dans une logique négative, ne créent pas de problèmes additionnels dans le monde, donc c'est toutes les premières parties, si vous voulez, mais on veut aller plus loin. On veut qu'ils contribuent à améliorer le monde. Donc là, on est dans une logique prospective. Et donc, on cherche à juger de la responsabilité de notre développement d'outils numériques face à des critères de développement durable, d'objectifs plus généraux, et de dire, voilà, notre outil qu'on a créé, il s'insère dans cet ensemble et il vise quelque chose qui est plus grand. Voilà donc ma proposition pour les contenus du côté 2 de la dimension développement d'outils numériques. Alors vous pouvez comparer ça, on a eu le plaisir de travailler pour la Fondation Ethos sur cette question. Donc, la Fondation Ethos s'est lancée dans un travail de monitoring et d'assessment des pratiques des grandes entreprises du pays sous l'angle de la responsabilité numérique. Donc là, vous voyez une des sources de leurs travaux. Donc eux ont mis les choses suivantes dans ce qu'ils appellent la responsabilité numérique. Donc je recommence au milieu en haut, donc l'exigence d'avoir un code de responsabilité, une exigence de transparence, de montrer l'impact de nos outils, des questions bien sûr liées à la protection des données, des principes éthiques sur l'utilisation des outils d'IA, une définition de lignes rouges dans certains domaines d'activité où on ne veut simplement pas aller, participer et contribuer à une transition juste et équitable dans l'entreprise, dans l'organisation, mais aussi dans la société, et contribuer à minimiser l'impact environnemental de nos technologies. Voilà, vous retrouvez bien sûr des éléments similaires. Vous pouvez simplement aller voir le document, il existe en français, et qui va vous permettre de peut-être préciser certaines des idées. Bien sûr, j'aimerais souligner 2 points. Le point avec l'impact environnemental, c'est le lien vers, si j'ai bien compris, l'engagement de certains des acteurs qui nous écoutent en matière de responsabilité numérique, comprise comme une contribution à la réduction de l'impact environnemental des technologies numériques. Moi, j'ai tenté de vous montrer que c'est un point extrêmement important, mais c'est un point dans un ensemble beaucoup plus large que moi j'appelle responsabilité numérique et qui va plus loin que le seul impact environnemental. Et puis, deuxième point, c'est le point que j'aimerais mentionner sur la slide suivante et puis après terminer là-dessus,
c'est cette contribution à la transition. Et ça, c'est un point vraiment important, à mon avis. Il y a de nouveau une dimension interne et une dimension externe, c'est de dire être responsable numériquement, c'est participer à une transition qui est juste et équitable. Alors, dans l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? On retombe sur des éléments qui ont été cités. C'est la politique du personnel, TRH, c'est la formation continue, la réorientation, la reconversion. C'est aider les personnes à intégrer ces outils numériques et adapter leur environnement de travail. C'est aussi une forme de participation et de répartition des gains. J'ai mis gains de productivité. Vous connaissez la grande promesse technologique, vous l'avez entendu beaucoup de fois comme moi. On va utiliser ces nouveaux outils, ça va permettre de gagner du temps. Tu auras plus de temps pour des tâches qui sont plus intéressantes, plus passionnantes. OK, on fait cette promesse et ce point-là, c'est vraiment comment on rend des comptes sur cette promesse. Comment on arrive à démontrer que les gens ont vraiment eu plus de temps. Et on a besoin d'une logique de participation pour le faire. Et là, je pense qu'on est vraiment dans une logique de transition au sein de l'organisation. On a une communication transparente et on a une documentation qui est publique, par exemple via un rapport d'activité qui traite des questions de développement durable. Presque plus intéressant, on a aussi une contribution vers la société. Et là, la question est beaucoup plus ouverte. Alors, voilà, les institutions publiques de formation contribuent au débat de société, s'engagent dans le débat de société. L'argument ici, c'est de dire c'est leur responsabilité de le faire. Pour les collectivités publiques, c'est moins le cas. Pour les entreprises, est-ce qu'on devrait aller vers une taxe, une forme de soutien financier spécifique à cette question, qui pourrait être utilisée pour financer ce qu'on appellerait un fonds d'innovation, une espèce de mécanisme de solidarité dans l'accompagnement de la transition, en faisant l'hypothèse que pas toutes les branches économiques sont touchées de la même manière par cette transition numérique. Des idées qui ne sont pas les miennes, qui sont dans le débat politique depuis quelques années, mais encore en mode un peu sous-marin. On n'a pas l'impression que c'est des débats vraiment publics où tout le monde les discute. Il y a bien sûr des questions critiques sur la responsabilité des entreprises, qui se posent à nouveau peut-être moins dans le cadre des institutions publiques, avec ce devoir d'exemplarité et, entre guillemets, cette dépendance vis-à-vis du législateur, qui impose un certain mandat, voilà, qu'on peut discuter au niveau politique, mais une fois qu'il est décidé, on y va. Par contre, les entreprises sont peut-être dans une autre logique. Certains rétorqueront, chercheront à attaquer l'idée que l'entreprise a une responsabilité sociale in the first place. Vous connaissez la phrase de Friedman, « The business of business is business ». Alors, c'est une forme un peu exagérée, je ne sais pas si grand monde la défend encore vraiment comme ça, mais disons, l'idée de dire l'entreprise n'est pas une ONG. L'entreprise a une mission économique et elle doit survivre dans un marché qui est concurrentiel. Donc, elle ne peut pas se permettre d'être dans une logique de juste et équitable transition permanente. Voilà. Et on retombe sur cette question, quel est le standard qu'on lui applique pour juger si elle remplit ou non les standards qu'on a décidé de fixer en termes de responsabilité numérique. Et puis, finalement, même si on part de l'idée qu'il y a une responsabilité quelque part, quelle est la contribution? Comment on définit le combien? On définit le oui, il y a une responsabilité, mais combien? Est-ce que c'est un rapport avec l'importance, la taille, la causalité de l'entreprise? Ça va être une discussion qu'on va avoir ici. Pour faire une analogie avec une discussion qui a eu cette semaine, le tribunal fédéral a rendu une affaire dans la question de Sérafé, la contribution des individus et des entreprises aux médias de service public, anciennement BILAG, avec exactement cette question. Si on fait l'analogie, donc les entreprises doivent payer une forme de taxe qui a été reconnue comme une forme d'impôt sur cette question de l'audiovisuel public. C'est, on peut dire, une forme de solidarité envers le soutien à des médias de qualité plurilingues dans ce pays. Et la question qui porte, c'est quel est le standard pour juger de ça? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires? Est-ce que c'est la taille? Est-ce que c'est le nombre d'employés? Et là, j'ai vu une analogie avec cette question. Il faut qu'on se mette d'accord sur le standard pour juger de cette responsabilité. Voilà, je termine là-dessus avec quelques ressources pour aller plus loin. Ici, vous avez des réflexions sur l'éthique des données. Vous les trouvez en français. À mon avis, c'est un excellent travail fait par les collègues de la Data Alliance qui vous permet d'avoir un step-by-step sur des questions de données, fait des propositions de valeurs, de principes. Vous ne démarrez pas de zéro. Vous pouvez donc vous baser sur ce genre de travaux. Si ça vous intéresse, ma modeste contribution à ces réflexions éthiques, on parle des robots, mais beaucoup se laissent transférer aux questions d'IA et aux questions d'outils numériques. Et finalement, on a fait ici un très joli projet avec la Fondation Mercator sur l'impact de l'IA générative. Notamment, c'était une des branches dont on a traité spécifiquement sur les institutions d'éducation, au sens très large, avec les questions que ça pose pour l'éthique professionnelle des gens. Qu'est-ce que ça change pour les gens de travailler dans un environnement où les IA génératives de contenu vont gagner en importance? Et qu'est-ce que ça dit en termes de valeur, en termes de comportement des gens? On retombe sur cette conviction que la question de la responsabilité numérique des institutions et des personnes, c'est une question de culture. Et donc, il faut qu'on prenne en compte cette dimension culturelle.
Je vous remercie beaucoup. Je reviens au deuxième objectif du webinaire, discuter de manière approfondie le concept de responsabilité. J'espère que vous avez appris certaines choses sur cette idée philosophique. Et puis structurer ensuite le contenu possible de cette responsabilité numérique. Je vous remercie beaucoup et puis je me réjouis de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Johan. Franchement, un plaisir. Je pense qu'on a pas mal appris de choses sur les fondements. Alors, dans les participants, je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, moi j'en aurais une. La question d'autonomie et de liberté qui est souvent liée, tu vois, dans les discours au niveau des outils numériques. Il y a aussi la question du rôle qu'on a dans une institution. Et pour moi, il y a souvent un glissement, et je voulais avoir ton avis là-dessus, sur finalement après la responsabilité individuelle. Est-ce que la responsabilité individuelle, tu vois, on la nomme, on a l'impression que c'est pas vraiment la même responsabilité que la responsabilité que tu as en tant que fonctionnaire, par exemple. Et souvent, cette question, je la trouve, elle est souvent politisée finalement aussi par les différents acteurs. Et pour moi, il y a une tension dans on parlait de responsabilité prospective. Il y a une tension aussi avec, voilà, qu'est-ce qu'on place dans la responsabilité individuelle, qu'est-ce qu'on se place sur la fonction. Par rapport à ça, est-ce qu'il arrive un peu démêler les choses? Ouais, merci pour la question. Ouais, ça, c'est excellent et c'est complexe. Donc, prenons l'exemple que tu mentionnes, un collaborateur, une collaboratrice dans une institution publique. Et c'est vrai, on peut voir, prenons le cas d'un outil numérique, on se dit, il y a une responsabilité, on part de cette idée. Il y a une responsabilité prospective. Alors, de nouveau, soit c'est au moins prévenir qu'il n'y a pas des choses négatives qui se passent. Et si on veut être plus exigeant, c'est favoriser l'émergence de quelque chose de positif. Bon, on a ces deux standards. Maintenant, est-ce que c'est la responsabilité de l'institution? Est-ce que c'est la responsabilité de la personne avec sa casquette de collaborateur, collaboratrice? Ou c'est encore la responsabilité de la personne avec sa casquette de citoyen, citoyenne? Or, et il faut qu'on alloue cette responsabilité, même si on s'est déjà mis d'accord qu'elle existe, entre ces différentes personnes. Et c'est clair qu'il peut y avoir des tensions. Ce qu'exige de moi mon employeur, ce n'est pas forcément ce que j'aurais fait à titre personnel. Et là, je pense que il y a une tendance à se défausser de la part, qui est presque une tendance naturelle d'une organisation comme ça, où on va tenter de faire en cascade négative, en cascade descendante, descendre la responsabilité jusqu'au niveau où on ne peut plus ensuite la faire descendre. Donc on met ça sur les épaules de la personne, et là ça peut vraiment être ressenti comme un poids, à juste titre. D'un seul coup, un dossier arrive sur mon bureau, et je dis, ah ben voilà, ce dossier maintenant il est chez moi. Alors, il y a une forme de pouvoir, c'est à moi de décider. Si je décide, c'est à moi de porter la responsabilité. Mais bien sûr, il faut que l'organisation me donne les moyens. Donc, il y a une réflexion sur les moyens pour que je puisse prendre la décision. On ne parle pas vraiment de moyens financiers, on parle d'information. Je dois avoir la vue d'ensemble. Vous avez été comme moi déjà dans cette situation. On attend de vous une décision, mais vous sentez bien que vous n'avez pas toutes les infos pertinentes. On vous cache des choses, il y a des jeux de pouvoir. Et donc, vous n'avez pas les outils, les moyens nécessaires à prendre la décision et donc à porter la responsabilité. Donc là, il y a une logique de qualité de la vie dans l'organisation, dans la manière de travailler, pour permettre, logique de empowerment, pour permettre aux gens d'être en situation de responsabilité. Ça, je pense, c'est un premier gros chapitre. Comment on fait pour que les gens soient en situation de prendre des décisions? Deuxième gros chapitre, il y a une réflexion sur une logique, pas une tension entre une logique, on dira, de compliance. Donc vraiment, l'organisation édicte des règles très claires. On est dans une logique de respecter les règles, et si je sors des clous, l'expression traduit bien, si je sors des clous, ça va être pour ma pomme, et donc ça va être pour ma responsabilité. Et donc l'entreprise attend de moi, l'organisation attend de moi que je respecte ces règles qu'elle a vraiment qualifiées. Imaginez, vous recevez le règlement du travail dans votre organisation, et c'est très détaillé. Okay? Donc là, vous avez une logique de compliance. Forcément, ça fait quelque chose avec vos employés. Les gens se disent, ah voilà, on attend de moi que je respecte ça, bon alors je vais y aller à la lettre. Je mets parfois, entre guillemets, la pensée critique sur off en me disant, on attend de moi que je respecte ça, je respecte ça. À l'inverse, vous avez une logique qui est plus une logique d'intégrité morale, où vous dites aux gens, moi je ne te donne pas de règles précises, je te donne certains principes, certains objectifs généraux, et j'attends de toi que tu trouves toi-même l'outil, la manière de faire pour te comporter de manière à être en adéquation avec ces valeurs. Alors ça peut être assez intéressant pour la personne parce que d'un seul coup, on lui donne de nouveau la capacité de choisir, du pouvoir, mais aussi de la responsabilité. Elle n'a plus tout qui est cadré, donc elle a une faculté de choix. Par contre, bien sûr, et on retombe sur le chapitre des moyens, si vous mettez toute cette responsabilité sur des gens sans les préparer, sans leur donner les moyens, sans leur donner le temps nécessaire, forcément, ils sont écrasés par le poids très rapidement, ils vont le ressentir comme tel et ils vont repousser ça en disant « Non, il me faut des instructions beaucoup plus précises ».
là, ce que tu me demandes, ce n'est pas possible. Et c'est vrai qu'on le ressent bien. Si l'organisation envoie demain un mail à tous ses collaborateurs en disant « On attend de vous que vous fassiez votre maximum en matière de responsabilité numérique ». On a entendu un webinaire de Rochelle hier. Voilà, la responsabilité numérique, c'est à peu près ça. Faites au mieux. On sent bien que la personne, elle peut être dépassée parce qu'on lui demande « Oh là, ça moi, je ne sais pas comment faire. On ne m'a pas vraiment accompagné, expliqué, donné les ressources. » Mais en plus, ce n'est pas très clair. Je pense que c'est le troisième très gros chapitre. La fonction de l'organisation dans ça, c'est vraiment de coordonner. Et c'est là les limites de la responsabilité individuelle. Il y a certaines fois où on a besoin de se coordonner pour prendre cette responsabilité, on a besoin de coordonner avec d'autres personnes. Et donc, il y a quelqu'un qui doit jouer ce rôle. Et dans une organisation, ben voilà, c'est la hiérarchie, c'est la direction qui doit avoir ce rôle de coordination, de vraiment indiquer on va aller là-bas ensemble. Et en plus, je vais allouer la responsabilité d'une certaine manière. D'accord ? Parce que sinon, simplement, à titre individuel, on est tous un peu perdus. Je pense que c'est exactement la discussion qu'on a maintenant. J'ai fait l'exemple du changement climatique avant. Là, de mettre toute la responsabilité sur les individus en disant arrête de prendre l'avion pour aller en vacances, arrête de manger de la viande, arrête de faire ça. Alors, on peut certainement faire une certaine partie du chemin avec ce genre de mesures, mais ensuite, il y a des mesures de coordination à l'échelle de la société qui permettent aussi d'allouer de manière plus correcte, plus juste, le fardeau sur les épaules des gens. Voilà, pour répondre à ta question, les 3 chapitres, donc les moyens, donner les moyens aux collaborateurs, collaboratrices de prendre cette responsabilité sur leurs épaules, penser en temps et en ressources, notamment en compétences. Deuxièmement, choisissez entre une logique de compliance, règles très strictes, et intégrité, règles très larges. Mais à nouveau, il faut vraiment préparer les gens à faire l'un ou l'autre. Et troisièmement, l'organisation a un rôle de coordination. Et il faut des gens qui disent où on va et qui disent comment on alloue la responsabilité quand on y va. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. Il n'y a personne qui se manifeste, j'espère qu'ils ont la possibilité tout de même. Sinon, une dernière question, on va conclure. Tu as dit les machines ne sont jamais responsables. Et moi, j'ai tendance à dire, alors ça n'a rien à voir, mais ça a résonné, les machines n'ont pas d'intention. On leur prête souvent des intentions, mais il y a une intention. Et est-ce que pour être responsable, il faut avoir une intention? D'après ce que j'ai écouté, non. Enfin, j'ai l'impression que ça va plus loin, mais... Je pense qu'il faut être un peu plus exigeant. Alors après, on va devoir s'entendre sur qu'est-ce que c'est une intention. Mais je pense que les machines, à nouveau, c'est une histoire de définition. Si un programmeur, une programmeuse programme une machine, il dira à la machine, tu feras ça. S'il se passe ça, tu fais ça. Donc une structure logique assez simple. Si X, alors tu fais Y. Alors, on peut dire, est-ce que c'est l'intention de la machine qu'elle fasse ça? L'intention, à mon avis, tu croches sur ce principe parce que tu lui donnes une idée de liberté. Et avoir une intention, c'est aussi avoir la possibilité de ne pas suivre cette intention ou d'avoir une intention différente. Et donc, on retombe sur moi ce que j'ai qualifié d'autonomie, de liberté. On a l'impression que pour juger une personne responsable, il faut qu'elle ait pu faire autrement. Donc, c'est une sous-catégorie de cette dimension de pouvoir, cette condition de pouvoir. Si la personne n'avait pas le choix de faire autrement, c'est difficile de la tenir pour responsable dans un sens moral fort. Alors imaginez, vous avez le cas du pistolet sur la tempe. Voilà, je vous menace, vous faites quelque chose. Ça sera dur de dire que c'est vous qui êtes responsable moralement de ce que vous avez fait. Ou alors, à nouveau, je vous attache, puis je mets le feu à la maison de votre voisin. Ça sera dire que vous tenez responsable de ne pas rappeler les pompiers. Vous ne pouviez simplement pas. Donc moi, je mettrais l'intention dans une famille plus large et je la lierais à la liberté et à l'autonomie. Et la question, bien sûr, à 1000 francs, c'est mais alors, est-ce que les machines, les robots, les IA ont une capacité d'autonomie? Je pense qu'ils ont une capacité d'autonomie qui se définit comme le choix de moyens pour atteindre un but qui a été fixé par d'autres. Donc, je veux que ma machine fasse le trajet de A à B. Bon, voilà, je lui ai donné certaines contraintes, elle doit respecter le code de la route, mais elle va de A à B. Bon, c'est moi qui ai fixé le but. La voiture ne va pas s'arrêter au milieu du trajet et remettre en question cette tâche en disant « Ah non, mais au fond, c'est bête d'aller de A à B. Moi, je veux faire autre chose. Je veux arrêter d'être une voiture, je veux arrêter de rouler. » Elle n'a pas cette capacité de remettre en question son objectif. Ou si elle l'avait, ça veut simplement dire qu'on lui a donné un nouvel objectif qui inclut la capacité de remettre en question son objectif. Donc, vous voyez, on est un peu dans une logique de boîte comme ça, où il y a quand même toujours quelqu'un qui fixe un objectif. Et il manque encore une dimension un peu proprement morale, c'est la machine ne va pas choisir et réviser des valeurs morales pour orienter sa vie. Elle ne va pas dire, moi j'arrête de rouler parce qu'au fond, je pense que c'est très mal pour l'environnement. Moi, je suis pour la durabilité, disons une valeur morale. Elle n'aura pas cette capacité de choisir cette valeur morale et de la changer au cours de sa vie de voiture. Donc, il lui manque cette capacité strictement humaine. Je ne fais pas de pronostic fou sur l'avenir. On dirait
conceptuellement, je pense que là, on est assez solide. On verra. Si une fois une machine a une capacité qui est très, très similaire à l'humain, alors on la traitera a priori comme un humain en termes d'autonomie et de responsabilité. Mais pour l'instant, on n'y est pas et conceptuellement, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc voilà, on reste dans le paradigme. La machine n'a pas d'autonomie, elle n'a pas de liberté, si vous voulez, et donc elle ne porte pas de responsabilité. Et donc, pour éviter qu'il y ait un trou dans la responsabilité, on doit chercher l'humain. Et il faut qu'on définisse quel est l'humain, le groupe humain qui est responsable. Pour ça, bien sûr, le droit va nous aider en déterminant des règles par défaut, hein. Si le robot dysfonctionne, le responsable, c'est le producteur. Voilà. Et puis, on prend tous les cas possibles de dysfonction, puis on dit, bah, si ça dysfonctionne, bah, c'est pour ta pomme. Ce qui permet d'éviter qu'il y ait un trou dans la responsabilité. Merci beaucoup pour ce condensé d'infos. On va terminer là. Plaisir de te revoir parmi nous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.